Alors très rapidement, pour rebondir sur ce que disait ma collègue d'AG2R, La Mondiale, et par rapport au statut de l'aidant salarié, hein, très rapidement, donc, on a mené une étude avec la Ligue des droits de l'homme, donc menée par le CNRS et avec le soutien du Fonds social européen, qui a fait émerger des initiatives et des pratiques. Alors les pratiques, il faut savoir quand même que dans l'entreprise, elle paye le salarié pour bosser, quoi, avant tout. Oui. Et quelquefois, il y a une peur que la personne ne s'investisse plus de la même manière dans l'entreprise, hein, et on peut le comprendre. Donc il y a des pratiques qui ont émergé donc, en termes de discrimination, en termes de où on applique la loi et rien que la loi, des pratiques de solidarité entre salariés, et puis des pratiques aussi, des réponses apportées par certaines entreprises pour faire en sorte que le salarié aidant puisse à la fois être salarié et être aidant. Et c'est ce qu'on essaye de faire au niveau de la Massif, puisque nous avons les organisations syndicales et le groupe Massif ont conclu plusieurs accords en ce sens, qui prévoient notamment une réorganisation du travail par rapport à ces personnes, à ces salariés aidants. C'est à peu près 1000 personnes sur les un peu plus de 9000 salariés du groupe Massif, hein. Donc, réorganisation du travail, des congés qui vont au-delà des congés légaux. Je pense notamment à des autorisations spéciales d'absence, comme on peut en avoir pour garder des enfants malades, par exemple. Et puis, des prêts possibles pour aménager un logement pour un enfant en situation de handicap ou pour un conjoint qui nécessite un réaménagement du domicile. Des aides aussi par l'intermédiaire de la mutuelle du personnel de la Massif, dans certains cas. Et ce qui n'est pas négligeable, il y a un service d'entraide au sein de l'entreprise où l'aidant qui a des soucis, qui ne sait pas comment s'y prendre, qui peut avoir des problèmes financiers ou autres, peut s'adresser à ce service qui... Toutes ces informations sur votre site web? Pas tout, non. Parce qu'on est modeste, finalement. Oui. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de raison d'être modeste, hein. Quand on offre des services, il faut les annoncer. Oui. C'est comme ça. Alors, ce qui est intramassif, ça figure dans l'intranet que oui, tout salarié mais en même là. temps, ça pourrait inspirer d'autres entreprises. Le service d'entraide, moi, j'en ai jamais entendu parler. Moi, je pense que ça pourrait... Pourquoi ne pas célébrer la bonne nouvelle? Non, mais moi, j'irais dans ce sens-là. Non, mais vous avez raison, vous avez raison. Oui. Et on ira dans ce sens-là, vous avez raison. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Déjà, c'est assez difficile de prendre la parole après ces moments d'émotion, parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément mon monde à moi. Je travaille dans une chambre de commerce et d'industrie, en l'occurrence celle de l'Artois, qui a son siège ici, mais qui est positionnée sur l'ensemble de l'Artois, Béthune, Arras et Lens. Donc c'est vrai qu'aussi à cette heure, en général, on pense à toute autre chose, effectivement. C'est universel. Mais je vais essayer de vous raconter en fait l'histoire de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Artois avec ce cluster senior dédié en fait aux personnes âgées. Donc mon métier au départ, je suis responsable du service grand projet. Question stupide, oui. Cluster, c'est oui, quoi? je vais l'expliquer. OK. Oui. J'allais le dire. Traduction. Voilà, donc mon métier, c'est de monter au fil des années, en fait, des pôles d'excellence
des pôles de compétitivité ou des clusters. Qu'est-ce que c'est qu'un cluster? C'est finalement sur un territoire donné rassembler à la fois des entreprises qui sont sur une même filière économique. Je crois que chez vous, vous dites grappe d'entreprise. Oui, c'est ça, on est voilà, magasin. Tout à fait. Et, en liquide. Donc des entreprises, ça va être difficile. Vous voulez vraiment qu'on passe long? Non, on ne veut pas. Alors, une grande Et puis on n'a pas besoin du PowerPoint, donc on est tranquille. Non, cluster. Oui, cluster, c'est rassembler en fait des entreprises, le secteur de la formation et de l'université, et puis la recherche. On se dit un peu avec ce modèle économique à l'américaine, c'est parce que des gens viennent de sphères différentes qui peuvent se parler et créer des projets innovants. C'est le modèle qu'on peut retrouver dans la Nokia Valley en Europe ou alors dans la Silicon Valley ou dans d'autres endroits au Canada. Dès lors, en fait, il se trouve que je gère en fait un cluster logistique à l'échelon régional qui marche plutôt bien ici. Et une fois, mon président me dit, ben voilà, tu sais faire ça. Il est important pour moi de me préoccuper des seniors. Il m'a dit, qu'est-ce que tu pourrais faire autour de cela? Je vous parle de ça il y a 4 ou 5 ans. Il m'a dit, essaie de réfléchir à ça. Donc j'ai réfléchi benoîtement pendant un week-end. Et puis le lundi, je lui ai dit, j'ai pensé à quelque chose. Et j'ai appliqué le modèle qu'on peut dire stupide. Essayer de créer un immeuble d'entreprise où on regrouperait les activités seniors, on créerait un événement sur la senior économie, on générerait des contacts entre entreprises et on crée comme ça le modèle dont on rêve, c'est-à-dire la technopole qui crée de l'emploi sur une filière donnée, en l'occurrence la filière senior. C'est vrai que c'est très difficile et on a eu l'occasion d'échanger à un moment donné dans la chambre de commerce avec le professeur Puisieux à l'époque, et puis on se disait, mince, parler de senior économie, c'est peut-être délicat. Le business et les seniors, il y a une problématique éthique aiguë. Et puis le professeur Puisieux nous a dit, pas du tout. Il n'y a aucune raison. Dans d'autres pays dans le monde, on s'en préoccupe et la technologie, les entreprises peuvent très bien proposer des solutions pertinentes. Et de là, on s'est dit, voilà, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Mais non, on a fait une deuxième erreur. On s'est dit, voilà, c'est de la technologie. C'est de la technologie. Donc on a foncé, comme on le fait souvent quand on est économiste, dans de la technologie. Alors, la détection des chutes, les piluliers, toutes ces choses-là. Donc on s'est rapproché d'entreprises de nouvelles technologies en se disant, c'est là qu'est le segment pour les entreprises de ce territoire, puisqu'évidemment, pour ces entreprises, et je parle là des entreprises classiques, c'est un gisement d'activité, un gisement de développement économique, et c'est important pour elles dans une période où on cherche des relais de croissance. Et puis donc on a cheminé comme ça et on est arrivé au bout d'une logique stupide, à savoir qu'on avait un collectif d'entreprises et puis quelque part on n'avait pas de projet. On s'est dit stop, on va arrêter, on va reprendre le problème à la base. Et on s'est aussi entouré des bons conseils, du conseil régional, du conseil général. Mais comment vous en êtes venu à vous sentir stupide là? Moi, je comprends pas. Oui. Quand on fait de la recherche-développement dans le domaine économique, il faut savoir à un moment donné s'arrêter, se dire peut-être qu'on n'a pas pris le bon chemin. Okay. Et je vous expliquer le chemin sur lequel on est parti et là où on en est en 2 minutes si ça vous convient, puisque vous êtes maître du temps. C'est elle qui décide. Voilà, donc à un moment donné, on s'est dit on va repartir des besoins. Et donc un élu, et en l'occurrence d'une communauté d'agglomération proche ici de la communauté urbaine, nous a dit voilà, je vais vous rassembler un groupe d'élus, on va commencer à discuter. Et puis on a fait ce qu'on appelle un focus group, et puis on les a simplement écoutés. En économiste, on leur a dit voilà, de manière très sympathique, qu'est-ce qui se passe, quels sont vos problèmes? Oui, mon problème, c'est que quand je suis en fauteuil roulant, quand je suis en déambulateur, j'ai un énorme problème, c'est la maison. Alors, nous, on a pensé d'emblée technologie, c'est-à-dire, on va dire presque le haut de la pyramide, mais les problèmes de base dans une région qui est extrêmement paupérisée, comme tout le secteur de l'ex-bassin minier, ce sont tout simplement des problèmes de logement. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, voilà, on ne sait pas ce qui existe, on ne sait pas comment le mettre en œuvre. Les artisans ne sont pas spécialisés, on n'a pas beaucoup d'argent. En plus, si demain, on doit emmener les gens en maison de retraite, ça coûte très très cher. Et ce qui arrive, c'est énorme, cette montée en âge de la population. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire et de pertinent. Et donc on a cheminé comme ça avec ce groupe d'aidants en faisant toute la liste de ce qui n'allait pas. Puis on a regardé sur Internet tout ce qu'on pouvait trouver
comme bonne solution, à la limite, le Leroy Merlin des bonnes solutions pour l'aménagement du domicile. Et le problème, c'est qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que le vrai challenge dans le maintien à domicile, c'est de réhabiliter la maison qui existe déjà, la réhabilitation du domicile. Créer une nouvelle maison, c'est relativement facile. Elle est HQ aujourd'hui, demain elle sera conçue pour tout un chacun. Mais réhabiliter la maison, qui plus est pour des seniors qui demain vont être les seniors qui ont aimé les Rolling Stones, donc qui ont des goûts d'esthétique, il faut absolument que cette maison soit bien configurée. Et bien c'est là-dessus que nous sommes partis. Et ensuite on a matché tout ça avec les entreprises, parce qu'une fois qu'on a débriefé, qu'on a créé un modèle avec ce groupe de seniors, on a associé les entreprises et on a ensemble en fait créé un modèle de maison réhabilitée sur des cas d'école avec la nécessité de le chiffrer, parce que ça coûte très très cher, c'est-à-dire porte à galandage, des seuils, changer l'orientation de la maison, des chemins lumineux, le lit qui va bien, la petite personne pour la petite chambre pour les dents. Pouvoir accueillir ses petits-enfants, continuer à aller au jardin pour couper du persil, sortir le chien, puisque dans ce bassin minier, on a besoin de relations sociales. Et les gens qui ont, depuis des années, vécu dans ce qu'on appelle un camus, c'est-à-dire une triste maison qui a été configurée il y a plein d'années, mais à laquelle ils se sont attachés avec la présence de leur terrier, c'est très important pour eux de garder ce lien social. Et au final, on est arrivé. Donc une modélisation même 3D, c'est-à-dire que nous avons mis un casque dit Oculus, pour que à la fois les artisans, les architectes, les donneurs d'ordre, mais aussi les bailleurs sociaux puissent voir ce que c'est que cette maison réhabilitée. Et de la même manière, les seniors ont pris un immense plaisir à voir que par finalement cette fertilisation croisée qui n'était pas celle de la recherche, qui n'était pas celle nécessairement, on va dire, des formations, mais des gens qui ont des vrais besoins, une vraie problématique, et puis aussi, finalement, la vraie économie, c'est aussi ce qu'on ne dépense pas. Ça veut dire que ces maisons, il faut qu'elles soient très peu coûteuses en énergie, parce que si demain on doit sortir un billet de 300 € pour payer son électricité, son chauffage, c'est très embêtant. Par contre, si on a été aussi, on a étudié la dimension HQE de cette maison, c'est peut-être ce que l'on peut garder pour pouvoir payer un cadeau plus sympathique à ses petits-enfants. Et donc, je termine simplement pour dire qu'on a une chance extraordinaire, c'est qu'on a eu une ministre qui est arrivée, qui s'appelle Madame Delaunay, et qui a eu un technicien qui s'est passionné pour la silver economy et qui a écrit un bouquin remarquable il y a environ 1 an. Et de là, en fait, toute cette aventure qu'on a nous vécue difficilement, parce que les entreprises nous disaient mais pourquoi une chambre de commerce se mêle de ça? Les techniciens qui travaillaient avec nous disaient voilà, de quoi tu te rends pas compte? L'important pour une chambre de commerce, c'est de travailler sur le business. Et bien là, aujourd'hui, il semble qu'en France, et même en région Nord-Pas-de-Calais, puisque Rasanté aussi s'en est emparé, que tout un tas d'acteurs aujourd'hui sont fédérés autour de ça, on considère que ça peut demain être un gisement dans le plan de redressement productif de la France. Voilà un petit peu notre histoire. Et j'espère ne pas avoir été trop long, ni... Mais très vivant, très punché. Moi, ça m'apprend des choses. Est-ce que vous rendez public ces initiatives? Si je parle à des Suisses, par exemple. Ouais, moi, oui, en fait, on peut venir à l'occasion ici, vous mettre le casque Oculus, qui est celui, c'est pas les Google Glass, puisque le Google Glass, ça vous projette, mais vous n'êtes pas dans l'immersion. Le casque Oculus, en fait, vous plonge complètement dans l'univers, donc vous êtes dans la maison comme si vous y étiez. C'est d'ailleurs très dangereux dans les années qui viennent pour les gamins, parce que le jeu vidéo va être... voilà, mais c'est juste un aparté. Que l'UDAF va organiser d'ici peu, et d'ailleurs je vous propose un rendez-vous, les fameux rendez-vous de l'UDAF du Pas-de-Calais. Donc dès le 2 décembre, je peux déjà vous l'annoncer, le 2 décembre donc à l'UDAF de 15h à 17h, eh bien nous vous invitons aidants et aidés, car vous l'avez bien compris, du haut de toutes nos fragilités, Australopithecus gracilis que nous sommes, comme l'a si bien dit tout à l'heure Tanguy Châtel, eh bien, c'est dans cette interdépendance et cette reconnaissance finalement de nos vulnérabilités, eh bien, que nous pourrons initier ensemble, eh bien, les solutions pour un mieux vivre et un mieux être, pour les uns et pour les autres. Donc je vous invite, et je le répète, le 2 décembre de 15h à 17h à l'UDAF. Vous avez aussi dans votre dossier des petits coupons, donc des coupons réponses. Vous pouvez nous poser des questions. Si vous voulez qu'on revienne sur des thématiques et des sujets particuliers à ce moment-là,
Ce jour-là, qui va être annonciateur d'autres rencontres, eh bien, ce sera l'occasion pour à la fois, effectivement, je le répète, entre aidants, aider, eh bien, de s'exprimer, d'échanger sur les difficultés, mais au-delà des difficultés, eh bien, de se nourrir des expériences de chacun pour mobiliser et trouver les solutions qui conviendront à chaque particularité. Voilà. Encore une fois, je remercie l'ensemble des intervenants de cette journée. Il y a une vraie mobilisation. Nous avons mobilisé l'ensemble de l'équipe du service de médiation familiale de l'UDAF du Pas-de-Calais, qui va mettre en scène un petit moment de vie, voilà, lorsqu'une dépendance apparaît, arrive, intervient dans la cellule familiale. Comment nous allons réagir, comment nous pouvons réagir et comment, à un moment donné, une des solutions, la médiation familiale, peut amener un certain apaisement et finalement faire en sorte que la famille ne soit finalement pas uniquement un lieu de conflit, parce que j'ai entendu quand même que Tanguy Châtel exposait que la famille n'était pas forcément un lieu d'apaisement, un lieu de conflit, un lieu de négociation. Donc, bonne scénette.